Notre propre accès personnel aux événements qui se déroulent dans notre esprit est très limité et très pauvre. Nous recevons une version éditée et métaphorique de ce qui se passe dans notre cerveau. La plupart des gens passent toute leur vie en pensant qu'ils sont conscients, mais ce n'est pas le cas. Les preuves sont à la vue de tous. Chaque choix que vous pensez faire, chaque croyance que vous tenez, chaque décision qui vous semble propre, ne vous appartient peut-être pas vraiment. Votre esprit fonctionne dans un état bien plus proche du pilote automatique que vous ne le réalisez, suivant des schémas déterminés par des forces que vous comprenez à peine, des routines qui façonnent vos journées jusqu'aux pensées que vous appelez les vôtres. Il existe une vérité plus profonde et troublante. La vraie conscience est rare, ce n'est pas seulement être éveillé, il s'agit d'être conscient. Et la plupart des gens n'en sont même pas proches. Et si je vous disais que votre réalité, celle en laquelle vous avez confiance, sur laquelle vous comptez, que vous défendez, est un récit soigneusement construit, qui profite à tous, sauf à vous. Dans cette vidéo, nous allons soulever les couches d'illusion pour dévoiler ce que signifie réellement être conscient. Car tant que vous n'aurez pas compris cette vérité, vous ne pourrez jamais vraiment vous réveiller. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, être conscient? Est-ce simplement être éveillé, conscient de son environnement, ou capable de prendre des décisions? Ou bien est-ce quelque chose de bien plus profond, quelque chose de si insaisissable que philosophes, scientifiques et guides spirituels en débattent depuis des siècles? La vérité, c'est que la définition de la conscience est insaisissable. Et c'est précisément pour cette raison que tant de gens pensent en être dotés alors qu'ils ne le sont pas. Être conscient ne se limite pas à exister dans le monde. C'est comprendre comment le monde existe en soi. Et ce type de lucidité est extrêmement rare. Prenez un instant pour réfléchir à vous-même jusqu'à présent combien de vos actions étaient automatiques, combien de pensées vous appartenaient en propre. La réalité troublante, c'est que la plupart de ce que vous pensez, ressentez et faites provient de schémas conditionnés et d'habitudes ancrées si profondément qu'elles semblent naturelles. De la façon dont vous vous brossez les dents jusqu'aux opinions que vous exprimez, une grande partie de votre vie est guidée par une sorte de pilote automatique mental. Vous supposez faire des choix, mais êtes-vous réel? Cette question a fasciné et perturbé des penseurs brillants pendant des siècles, y compris le scientifique cognitif et philosophe Daniel Dennett. Dennett soutient que ce que nous appelons la conscience pourrait en réalité n'être qu'une brillante illusion créée par le cerveau. Selon sa théorie, votre esprit ressemble moins à un capitaine dirigeant un navire qu'à un narrateur expliquant des événements après qu'ils se soient déjà produits. Il raconte une histoire sur pourquoi vous avez choisi ceci ou décidé cela, mais les véritables décisions pourraient avoir eu lieu bien avant que vous en ayez conscience. Le cerveau, semble-t-il, est un maître conteur, et nous sommes son public le plus fidèle. Cette idée n'est pas qu'une philosophie abstraite, les neurosciences la confirment aussi. Des études montrent que l'activité cérébrale liée à la prise de décision survient souvent quelques millisecondes avant que vous ne décidiez consciemment d'agir. Cela signifie que votre choix vous est rapporté après coup, comme un présentateur de journal relatant des événements déjà passés. Êtes-vous vraiment le décideur ou seulement l'observateur? Et voici où les choses deviennent encore plus intrigantes si la conscience n'est qu'un récit. Si le vous auquel vous croyez est une histoire soigneusement construite, alors quelle part de votre identité est réellement authentique? Combien de ce que vous pensez être vos fondements n'est en réalité qu'un ensemble de réponses conditionnées, façonnées par la génétique, la culture et l'expérience? C'est une vérité difficile à accepter, mais en prendre conscience constitue la première étape vers l'éveil. Maintenant, certaines vérités sont trop sensibles. Une grande partie de votre identité, la proportion de ce que vous croyez vous définir, n'est qu'un ensemble de réactions conditionnées construites par la génétique, la culture et l'expérience. C'est difficile à avaler, mais le comprendre est la première étape pour s'éveiller. Certaines vérités sont trop sensibles, trop provocatrices pour être partagées ouvertement sur des plateformes comme celle-ci. C'est pour cela que nous avons créé notre newsletter gratuite, Insights Academy, où nous explorons ces réalités cachées en profondeur. Inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le lien dans la description. Et en cadeau spécial, vous recevrez gratuitement un exemplaire de Killan, un livre intemporel de la sagesse hermétique. Dépêchez-vous, cette offre est limitée dans le temps. Si tu es resté avec moi jusqu'ici, tu es déjà différent. Tu poses des questions que la plupart des gens évitent, mais ne t'arrête pas là, ce n'est que le début. La conscience, si elle existe réellement, et n'est pas qu'une illusion, exige un effort constant. Elle nous impose de nous libérer des récits hérités, et d'examiner chaque pensée, chaque action et chaque croyance sous la lumière crue de la vérité. Car sans cela, nous ne vivons pas vraiment. Nous existons simplement. La majorité des gens pensent contrôler sa vie. Ils croient prendre des décisions, réagir au monde avec intention,
et avancer dans leur journée avec un but. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si la plus grande partie de ta vie se déroulait en pilote automatique, dictée non pas par des choix conscients, mais par un réseau complexe d'habitudes, de conditionnements et d'influences extérieures? C'est le problème du pilote automatique, et il est bien plus répandu que quiconque veut l'admettre. Réfléchis à ta routine quotidienne, tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, tu te prépares, tu prends peut-être un café, puis tu pars au travail ou à l'école. Tu suis le mouvement, souvent sans jamais te demander pourquoi. Ces schémas semblent confortables, familiers, même nécessaires. Mais à quelle fréquence t'arrêtes-tu pour les examiner? À quelle fréquence te demandes-tu toi? En vérité, la plupart des gens ne le font pas. Ils agissent comme si leur routine était figée, leurs décisions déjà tracées. Voilà l'essence d'une vie inconsciente. Et ce ne sont pas seulement vos habitudes qui vous maintiennent en pilotage automatique, ce sont aussi les systèmes qui vous entourent. Les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple, sont conçus pour exploiter vos tendances inconscientes. Des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube ne font pas que répondre à vos intérêts, elles les façonnent. Chaque like, commentaire et recommandation vous pousse un peu plus loin dans une bulle de contenu qui renforce vos croyances et désirs existants. C'est subtil, mais puissant. Vous pensez être aux commandes, mais en réalité, une machine vous guide et connaît vos habitudes mieux que vous-même. Et cela ne s'arrête pas là. La culture de consommation prospère sur votre état d'inconscience. Les publicités sont élaborées pour contourner votre pensée critique et cibler vos émotions. Elles ne vendent pas seulement des produits, elles vendent des identités. Cette voiture n'est pas simplement un moyen de transport, c'est un statut. Ce produit de soin n'est pas seulement pour la santé, c'est la confiance. Plus vous adhérez à ces récits, plus vous vous enfoncez dans un cycle d'inconscience, à courir après une satisfaction que les objets ne pourront jamais vraiment vous apporter. Même le lieu de travail, supposé incarner la productivité et le sens, renforce souvent cet état d'automatisme. Le métro boulot dodo, avec ses emplois du temps rigides et ses exigences prévisibles, vous conditionne à réprimer l'individualité et la créativité au profit de la routine et de l'obéissance. Avec le temps, ce rythme devient si ancré qu'y échapper semble impossible. On vous apprend à considérer le travail comme le centre de votre vie, mais il est rare qu'on vous encourage à vous demander s'il correspond vraiment à vos valeurs ou à vos véritables aspirations. L'aspect le plus troublant de la vie en pilote automatique, c'est à quel point cela semble naturel. Il est facile de traverser l'existence en réagissant plutôt qu'en réfléchissant, en faisant plutôt qu'en étant, et tout autour de vous est conçu pour entretenir cet état. Ce n'est pas malveillant, du moins pas toujours, mais c'est redoutablement efficace. Une population en pilote automatique est prévisible, facile à gérer et rentable. Mais voici la vérité: vivre en pilote automatique, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tant que vous n'en sortez pas, vous ne connaîtrez jamais la profondeur de la conscience véritable. Le premier pas, c'est de reconnaître quand vous êtes dans cet état. Commencez à prêter attention à vos habitudes, à vos choix, à vos réactions. Demandez-vous: Yeba, est-ce moi qui choisis cela, ou est-ce que cela me choisit? Yol, c'est une petite question, mais ses implications sont bouleversantes. Et si vous vous demandez pourquoi cela semble si difficile, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Les systèmes qui vous maintiennent sur pilote automatique sont conçus pour rendre tout questionnement inconfortable. Ils s'épanouissent grâce à votre inertie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment même où vous commencez à remarquer ce qui se passe, l'emprise commence à se briser. Vous pouvez interrompre le cycle, vous pouvez reconquérir votre esprit. Le chemin ne sera pas simple, mais il en vaudra la peine, car une fois éveillé, vous ne voudrez plus jamais vous endormir. Et si le jiwa vous joue dans lequel vous croyez, la personne qui prend des décisions, qui fait des plans, et façonne sa vie, n'était pas aussi réelle que vous le pensez. C'est l'idée provocatrice au cœur de la théorie révolutionnaire de la conscience de Daniel Dennett. Selon Dennett, le jiwa soyol que vous expérimentez n'est rien d'autre qu'une histoire, un récit soigneusement construit, assemblé par votre cerveau pour donner un sens à votre existence. C'est une histoire fascinante, sans aucun doute, mais cela reste néanmoins une histoire. Dennett décrit la conscience comme un jiwa centre de gravité narratif pieux, une construction destinée à créer de la cohérence à partir du chaos. Votre cerveau prend des perceptions sensorielles fragmentées, des souvenirs et des émotions, et les tisse en une expérience continue de soi. Mais voilà le hic, ce processus n'est pas aussi net ni fiable qu'il en a l'air. L'esprit édite, révise et invente même parfois des parties de votre histoire, et tout cela sans que vous en ayez conscience. Le résultat? Une illusion convaincante de contrôle et de continuité, même lorsque ni l'un ni l'autre n'existe réellement. Considérez-le ainsi: lorsque vous vous remémorez un souvenir, vous ne rejouez pas un enregistrement parfait. Au contraire, votre cerveau le reconstruit en comblant les lacunes avec des suppositions
et des détails qui peuvent être corrects ou non. Avec le temps, cette reconstruction modifie le souvenir lui-même, mêlant réalité et fiction. Appliquez ce principe à votre propre sentiment d'identité. Quelle part de vous-même est authentique et quelle part est un patchwork de perceptions biaisées, d'influences culturelles et d'habitudes de pensée? Les neurosciences appuient cette idée troublante. Des études sur la prise de décision montrent que votre cerveau agit souvent avant même que vous en ayez conscience. Dans une expérience, des chercheurs ont observé l'activité cérébrale de participants alors qu'ils prenaient des décisions simples, comme appuyer sur un bouton. De façon étonnante, les régions du cerveau responsables de la prise de décision s'illuminent quelques millisecondes avant que les participants ne disent être conscients de leur choix. Cela suggère que vos décisions ne sont peut-être pas aussi délibérées que vous le pensez. Au lieu de cela, votre cerveau tranche d'abord et ne vous informe qu'après, comme un commentateur sportif qui raconte le déroulement du match après coup. La théorie de Dennett remet en cause une hypothèse fondamentale sur la nature humaine, celle selon laquelle nous serions les maîtres de notre propre esprit. Si la conscience est un récit, si le soi est une histoire, une question inconfortable demeure qui écrit le scénario. Est-ce simplement votre cerveau, agissant comme un pilote automatique biologique, ou bien des forces extérieures, culture, médias, attentes sociales, imposent-elles leur influence sur l'intrigue sans votre accord? Cette vision narrative de la conscience entraîne aussi de vastes conséquences sur notre façon d'aborder la vie. Si votre sentiment d'identité est une histoire, alors elle peut être réécrite. Les limites que vous percevez, les rôles que vous endossez et les croyances que vous tenez ne sont pas des vérités immuables. Ce ne sont que des chapitres d'un livre encore en train d'être rédigé. Mais réécrire cette histoire demande de la conscience, des efforts et la volonté de remettre en question tout ce qu'on vous a raconté sur qui vous êtes. L'idée du soi narratif n'est pas qu'un simple exercice intellectuel, c'est une provocation. Elle vous invite à aller au-delà de la surface de vos pensées et de vos actions pour explorer les mécanismes qui les régissent. Pourquoi tenez-vous à certaines croyances? Pourquoi réagissez-vous de façon prévisible à des situations bien précises? Et surtout, à quel point ta vie est-elle façonnée par des choix que tu n'as jamais vraiment faits? Le travail de Dennett ouvre la porte à des questions plus profondes sur la nature de la réalité et les limites de la compréhension humaine. Si le soi est une construction, alors peut-être que la conscience elle-même consiste moins à découvrir la vérité qu'à naviguer dans l'illusion. Cela peut sembler décourageant au début, mais en réalité c'est une forme de liberté. Car si tu peux voir l'illusion pour ce qu'elle est, tu peux commencer à t'en libérer. Le soi narratif est un outil puissant, mais c'est aussi un piège. Il te maintient attaché à une perspective limitée, renforçant l'idée que tu es une entité statique et immuable. Mais tu ne l'es pas. Tu es un processus dynamique et évolutif, capable de grandir et de te transformer. Et la première étape pour libérer ce potentiel est simple: questionne l'histoire que tu te racontes. Si le récit de la conscience proposé par Daniel Dennett te met mal à l'aise, les perspectives métaphysiques offrent un tout autre regard. L'un qui suggère que la conscience est bien plus qu'un simple tour joué par le cerveau. Tandis que Dennett se concentre sur les processus physiques et tangibles de l'esprit, la métaphysique nous invite à dépasser le matérialisme et à explorer la conscience comme un champ universel de conscience. Se pourrait-il que l'esprit ne soit pas l'origine de la conscience, mais simplement un filtre qui limite ce que nous percevons pour s'adapter à notre expérience humaine? Des philosophes comme Alan Watts et des chefs spirituels tels que Ramana Maharshi soutiennent depuis longtemps que la véritable conscience existe au-delà des frontières du cerveau. Watts a décrit de façon célèbre l'esprit comme un radar réglé pour capter des signaux spécifiques, mais aveugle à l'immensité de la réalité qui lui échappe. Dans cette perspective, le soi, léger bavoujo, auquel vous croyez, n'est pas le pilote de votre expérience, mais un sous-produit de la façon dont l'esprit interprète et filtre l'infini. Des traditions anciennes comme le Vedanta et l'hermétisme résonnent de ce sentiment en évoquant le concept de Maya ou d'illusion. Selon ces enseignements, la plupart des gens vivent dans un état proche du rêve, prenant pour la réalité les entrées sensorielles et le bavardage mental. Le voile de l'illusion nous garde attachés au monde physique, renforçant l'idée que ce que nous voyons, touchons et entendons constitue la totalité du réel. Mais sous cette surface se cache quelque chose de plus profond, une conscience universelle et immuable, véritable essence de la conscience. Songez à la métaphore d'un projecteur de cinéma. L'écran est votre réalité, rempli de couleurs vives, de sons et de mouvements. Mais la lumière derrière le projecteur, source de l'image, reste cachée, invisible pour la plupart. Les enseignements métaphysiques suggèrent que cette lumière cachée est la vraie conscience, la fondation sur laquelle toute expérience repose. L'esprit, par contraste, est comme la pellicule.
qui façonnent la lumière en histoire et perception particulière. Selon eux, l'erreur consiste à croire que la pellicule constitue tout ce qui existe. Les neurosciences modernes peuvent sembler incompatibles avec ces idées, mais elles offrent un pont surprenant. Les chercheurs ont découvert que certains états de méditation ou d'introspection profonde peuvent apaiser le réseau du mode par défaut du cerveau, un ensemble de régions cérébrales responsables du maintien du soi narratif. Lorsque ce réseau se calme, les gens rapportent souvent des expériences profondes d'interconnexion, d'intemporalité et de conscience au-delà de leur perception habituelle d'eux-mêmes. Cela constitue-t-il une preuve d'une conscience plus profonde ou simplement un autre tour du cerveau? Le débat demeure, mais les implications sont considérables. Les perspectives métaphysiques nous invitent à reconsidérer les limites de la vision matérialiste du monde. Si le cerveau n'est pas la source de la conscience, mais un filtre, alors une grande partie de ce que nous considérons comme l'expérience normale pourrait en réalité être une déformation. Le bavardage de l'esprit, ce flot incessant de pensées et de jugements, n'est pas l'essence de ce que vous êtes, mais une distraction qui vous en éloigne. La véritable conscience, selon ce point de vue, nécessite de dissiper ces couches de bruit mental pour entrevoir l'infinie quiétude qui se trouve en dessous. L'un des aspects les plus fascinants de ces enseignements réside dans leur universalité à travers les cultures et les époques. De la mystique orientale à l'ésotérisme occidental, le message reste le même, l'esprit n'est pas le maître, mais le masque. Pour véritablement s'éveiller, il faut regarder au-delà du masque et questionner les illusions qu'il crée. Ce n'est pas une tâche facile, cela demande de la discipline, de la curiosité et surtout du courage, car voir au-delà de l'esprit, c'est remettre en cause tout ce que vous avez jamais cru sur vous-même et sur le monde. Cette compréhension métaphysique de la conscience a également des implications concrètes. Si ta conscience va au-delà de tes pensées, alors des pratiques comme la méditation et la pleine conscience deviennent plus qu'un simple moyen de soulager le stress. Elles deviennent des outils pour découvrir ta véritable nature. Chaque instant de silence, chaque pause dans le flot des pensées est une occasion de toucher l'infini. Il ne s'agit pas de fuir le monde physique, mais de transcender l'illusion qu'il soit la totalité de ce qui existe. La métaphysique nous invite à accueillir l'inconnu, à explorer les espaces qui échappent pour l'instant à l'explication scientifique. Elle ne rejette pas le monde matériel, mais le présente comme une seule couche d'une réalité bien plus vaste. Ainsi, elle ouvre sur un profond sentiment de possibilité que la conscience n'est pas limitée, que le soi n'est pas figé, et que l'éveil n'est pas qu'un concept abstrait, mais bien une expérience à vivre. Si la vision de Dennett, qui voit la conscience comme une simple narration, te semble réductrice, la métaphysique propose une alternative libératrice. Elle suggère que ce que tu appelles Yebat Wajul n'est que la surface d'un immense océan, un océan que tu peux explorer si tu acceptes de regarder au-delà des illusions de l'esprit. Le premier pas est simple: apaiser le bruit, remettre en question l'histoire, et t'ouvrir à l'idée que la conscience est bien plus grande que tu ne l'as jamais imaginé. Tu n'es que la surface d'un vaste océan, un océan que tu peux explorer si tu es prêt à regarder au-delà des illusions de l'esprit. Voici la traduction en français. La première étape est simple: faites taire le bruit, questionnez l'histoire, et ouvrez-vous à la possibilité que la conscience soit bien plus vaste que vous ne l'avez jamais imaginé. Il est facile de supposer que nous sommes pleinement conscients de nos actions et de nos décisions, mais les faits montrent une réalité bien différente. En réalité, une grande partie du comportement humain fonctionne en pilote automatique, dirigé par des processus inconscients qui nous échappent complètement, de nos biais à nos habitudes, de la façon dont nous prenons des décisions à la manière dont nous traitons l'information. Il existe d'innombrables exemples qui révèlent à quel point notre conscience est limitée. Prenez l'exemple du célèbre test du gorille invisible, une expérience psychologique conçue pour révéler les angles morts de notre perception. Dans l'étude, les participants devaient compter combien de fois un groupe de personnes se passait un ballon de basket. Pendant qu'ils se concentraient sur la tâche, une personne déguisée en gorille traversait la scène, se frappant la poitrine. Étonnamment, environ la moitié des participants n'a pas remarqué le gorille du tout. Cette expérience montre à quel point notre attention est focalisée au point de manquer des détails importants dans notre environnement. Ce n'est pas que le gorille n'était pas là, c'est que notre esprit l'a complètement filtré. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cela s'applique à la vie quotidienne. Combien de gorilles ratez-vous chaque jour parce que votre esprit est occupé ailleurs? Combien d'opportunités, d'avertissements ou de moments de connexion vous échappent parce que vous êtes perdu dans vos pensées ou en train de réagir automatiquement? Ce n'est pas simplement un dysfonctionnement occasionnel de la perception, c'est une limitation fondamentale du fonctionnement de notre cerveau. La science du comportement apporte d'autres preuves de notre nature inconsciente.
Des études sur la prise de décision révèlent que la plupart des choix sont influencés par des préjugés cachés dont nous n'avons même pas conscience. Par exemple, les gens sont plus enclins à embaucher une personne dont le nom sonne familier à leur contexte culturel, même si les qualifications des candidats sont identiques. Ces préjugés opèrent sous la surface, orientant nos actions sans notre consentement conscient. Et cela ne s'arrête pas là. Des produits que nous achetons aux relations que nous poursuivons, les facteurs inconscients jouent un rôle bien plus important que nous ne voulons l'admettre. Le conditionnement culturel aussi limite fortement notre conscience. Dès la naissance, nous sommes façonnés par les normes sociales, les systèmes éducatifs et les récits médiatiques qui dictent ce qui est acceptable, désirable et vrai. Ces cadres agissent comme des cages mentales, restreignant nos pensées et limitant notre capacité à l'esprit critique. Songez à la manière dont l'éducation privilégie la mémorisation au détriment de la réflexion critique, ou à la façon dont les médias perpétuent certains stéréotypes en faisant taire d'autres. Il ne s'agit pas simplement d'information, il s'agit de programmation. Il s'agit de programmation. Et voici la partie inquiétante, plus vous êtes inconscient de ce processus, plus vous devenez vulnérable à l'influence extérieure. Les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple, sont conçus pour vous maintenir engagé en vous proposant du contenu qui correspond à vos croyances existantes. Cela crée une chambre d'écho qui renforce votre point de vue tout en vous isolant des perspectives alternatives. Avec le temps, cela limite non seulement votre conscience, mais vous rend également plus facile à manipuler. Non seulement vous passez à côté du gorille, mais on vous détourne carrément de sa présence. Même les neurosciences révèlent les limites de la conscience. Les expériences montrent que l'activité cérébrale précède souvent la prise de conscience des décisions, ce qui signifie que votre cerveau choisit avant même que vous en ayez conscience. Cela laisse penser que la conscience fonctionne davantage comme un système de compte-rendu que comme un véritable décideur. Elle vous donne l'illusion de contrôler, alors que le véritable travail se fait en coulisses. L'activité cérébrale précède souvent la prise de conscience des décisions, ce qui signifie que votre cerveau fait des choix avant même que vous les perceviez. Cela suggère que la conscience joue le rôle d'un système de rapport plutôt que celui d'un maître à bord. Cela vous donne l'illusion d'être aux commandes pendant que tout se joue en arrière-plan. Conduisez-vous vraiment le navire ou observez-vous simplement depuis le pont? Les implications sont profondes. Si une grande partie de notre comportement est inconscient, comment pouvons-nous prétendre maîtriser pleinement nos vies? Plus important encore, comment échapper à ces limitations? La première étape consiste à reconnaître les failles de votre conscience. Commencez à remarquer vos habitudes, vos préjugés et vos réactions. Demandez-vous pourquoi ai-je réagi ainsi? Cette croyance est-elle vraiment la mienne? Ou m'a-t-elle été transmise? La conscience apparaît dès l'instant où vous commencez à remettre en question ce que vous avez toujours tenu pour acquis. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour votre inconscience, il s'agit de comprendre que cet état fait partie de la condition humaine. L'essentiel est de lutter contre cela, de développer les outils et les pratiques qui peuvent élargir votre conscience et vous aider à voir au-delà des filtres de votre esprit. Car une fois que vous commencez à remarquer les forces invisibles qui façonnent votre vie, vous pouvez commencer à reprendre votre pouvoir. Les preuves de notre conscience limitée sont partout, des expériences psychologiques jusqu'au système qui nous contrôle. La question n'est pas de savoir si ces limites existent, c'est ce que vous allez en faire. Continuerez-vous à vivre dans les étroites limites de votre conscience, ou ferez-vous les premiers pas vers l'éveil? Le choix vous appartient, mais seulement si vous arrivez à le voir. Prendre conscience des limites de votre conscience est une première étape puissante, mais la prise de conscience seule ne suffit pas à se libérer du pilotage automatique, du conditionnement social et des illusions créées par votre propre esprit. Il faut des actions délibérées. La véritable conscience ne survient pas par accident. Elle se cultive à travers la discipline, la curiosité et la volonté d'affronter des vérités inconfortables. L'un des outils les plus efficaces pour élargir la conscience est la pleine conscience. Cette pratique ancestrale ne consiste pas à vider son esprit ou à atteindre un état de béatitude. Il s'agit d'observer ses pensées, ses émotions et ses comportements avec discernement. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous commencez à remarquer les schémas qui gouvernent votre vie. Tu remarques à quelle vitesse tu réagis à certains déclencheurs, à quelle fréquence ton esprit dérive vers le passé ou le futur, et combien de temps dans ta journée tu passes dans un état de distraction. En observant ces tendances, tu crées un espace pour l'intentionnalité. Tu commences à répondre à la vie au lieu d'y réagir simplement. Mais la pleine conscience n'est qu'un début. Pour véritablement t'éveiller, il faut bouleverser tes habitudes et tes routines, ces structures mêmes qui te maintiennent dans l'inconscience.
Commence par remettre en question les suppositions que tu considères comme acquises. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Pourquoi suis-tu les routines que tu suis? Par exemple, réfléchis à ton matin. Est-ce que tu consultes ton téléphone dès que tu te réveilles parce que c'est nécessaire, ou simplement par habitude? En te posant ces questions, tu commences à mettre à jour les moteurs inconscients de ton comportement. Sortir de ta zone de confort est une autre étape clé. La croissance ne se produit pas dans la sécurité, elle surgit dans l'inconfort. Mets-toi au défi d'essayer de nouvelles expériences, de rencontrer des personnes qui pensent différemment et d'examiner des idées qui contredisent ta vision actuelle du monde. Ce n'est pas facile. Cela exige de la vulnérabilité et de l'humilité. Mais chaque fois que tu franchis la limite de ce qui t'est familier, tu élargis ta conscience et tu développes une plus grande capacité de compréhension. L'écriture dans un journal peut aussi être une pratique transformatrice. Lorsque tu poses tes pensées sur le papier et que tu considères des idées qui vont à l'encontre de ta façon actuelle de voir les choses, tu t'ouvres à de nouvelles perspectives. Ce n'est pas facile, cela demande de la vulnérabilité et de l'humilité. Mais chaque fois que tu sors de ce qui t'est familier, tu élargis ta conscience et tu développes une plus grande capacité de compréhension. Tenir un journal peut également être une pratique transformatrice. Lorsque tu écris tes pensées, tu les externalises, ce qui te permet plus facilement d'identifier les schémas et de remettre en question leur origine. Demande-toi pourquoi. Ai-je ressenti cela aujourd'hui? Quelles hypothèses ai-je faites dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai peur d'affronter? Ces questions peuvent mener à des prises de conscience profondes, mais seulement si tu acceptes d'être d'une honnêteté brutale envers toi-même. Au-delà de ces pratiques, envisage d'explorer des perspectives spirituelles. Les traditions métaphysiques comme le Vedanta, l'hermétisme ou le bouddhisme zen offrent des outils pour transcender les illusions de l'esprit. La méditation, par exemple, n'est pas simplement une technique de relaxation. C'est une manière d'observer le bavardage mental et de réaliser que tu n'es pas tes pensées. Les pratiques spirituelles comme le travail sur la respiration ou le travail énergétique peuvent aussi t'aider à te connecter à un soi plus profond, celui qui existe au-delà de l'ego et de ses récits interminables. Se libérer d'une vie inconsciente exige aussi de remettre en question les récits qui te sont transmis par la société. Cela signifie d'être critique à l'égard des médias, de la publicité et même des systèmes éducatifs. Ces structures sont conçues pour façonner tes désirs et tes croyances d'une manière qui profite à d'autres. Plus tu remets en question ce que tu consommes, moins ces systèmes ont de pouvoir sur toi. Par exemple, la prochaine fois que tu vois une publicité, demande-toi qu'essaie-t-on de me faire ressentir. Qui bénéficie si je crois à ce message? Voici la traduction du texte. Demander ces petits actes de remise en question peuvent commencer à démanteler l'influence des forces extérieures sur votre esprit. Il est aussi essentiel de créer dans votre vie des moments de calme intentionnel. Dans un monde qui réclame sans cesse votre attention, le calme est un acte de rébellion. Éteignez vos appareils, asseyez-vous en silence et contentez-vous d'être. C'est dans ces moments que vous commencez à voir à travers le vacarme, à entendre la vérité plus discrète en vous. Ce sont ces vérités que la société ne veut pas que vous découvriez, parce qu'une personne consciente et lucide est bien plus difficile à manipuler. Enfin, gardez à l'esprit que l'éveil est un processus, pas une destination. Il y aura des échecs, vous retomberez dans de vieilles habitudes, vous réagirez inconsciemment, et vous oublierez ce que vous avez appris. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas la perfection, mais la persévérance. Chaque fois que vous percevez les forces inconscientes à l'œuvre dans votre vie, vous affaiblissez leur emprise. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que le pilote automatique, vous récupérez une part de votre liberté. Se libérer n'est pas facile, mais c'est le travail le plus important que vous ferez jamais. Car une fois éveillé à la réalité de votre propre esprit, vous ne pouvez plus être contrôlé par lui. Vous commencez à voir le monde tel qu'il est, et non comme on vous a dit qu'il devait être. Ce genre de conscience est le fondement de la véritable liberté. Quant à votre question sur les outils de la pleine conscience et de la pensée critique, s'ils sont si puissants et transformateurs, pourquoi ne sont-ils pas des acquis universels? Pourquoi les écoles n'enseignent-elles pas la pleine conscience ou la pensée critique comme des compétences de base? Plusieurs facteurs expliquent ce paradoxe. D'abord, les systèmes éducatifs sont souvent lents à s'adapter et privilégient les contenus traditionnels au détriment des compétences émotionnelles ou réflexives. Ensuite, enseigner la vraie pensée critique implique d'encourager les élèves à remettre en question l'autorité et les normes établies, une démarche qui peut sembler subversive pour les institutions qui préfèrent l'ordre et la conformité. Enfin, la société tend à accorder plus de valeur à la conformité et à la productivité qu'à l'épanouissement personnel et à l'autonomie intellectuelle.
Mais la situation évolue peu à peu. De plus en plus d'écoles et d'éducateurs reconnaissent la nécessité de former des individus autonomes, capables de discernement et de présence à eux-mêmes. Cela reste cependant loin d'être la norme, et le changement dépend pour beaucoup de la volonté de chaque individu d'apprendre par lui-même et de transmettre à son tour ses outils. Pourquoi n'est-on pas encouragé à remettre en question les systèmes qui façonnent nos vies? La réponse troublante, c'est que beaucoup de ces vérités sont cachées de façon délibérée. La prise de conscience n'est pas seulement rare, elle dérange les systèmes qui prospèrent sur ton ignorance. La société moderne repose sur une fondation de conformité et de prévisibilité. Les gouvernements, les entreprises et les médias bénéficient tous d'une population qui agit de façon inconsciente. Pourquoi? Parce que les personnes inconscientes sont plus faciles à contrôler, plus faciles à manipuler et plus faciles à convaincre d'acheter. Pense-y, un individu curieux remet en question. Sur ton inconscience, la société moderne est bâtie sur la conformité et la prévisibilité. Les gouvernements, les entreprises et les médias tirent tous avantage d'une population qui agit sans réfléchir. Pourquoi? Parce que les personnes inconscientes sont plus faciles à contrôler, à manipuler et à influencer. Un individu conscient remet en cause l'autorité, défie le consumérisme et résiste à la conformité. Mais une personne inconsciente exécute les ordres, achète ce qu'on lui dit d'acheter et ne bouscule presque jamais le statu quo. Ce n'est pas un complot, c'est un système conçu pour privilégier l'efficacité et le profit au détriment de l'autonomie individuelle. L'un des exemples les plus clairs de cela se trouve dans l'éducation. L'école est souvent présentée comme un lieu de croissance intellectuelle et de développement personnel, mais la réalité est plus complexe. La structure des systèmes éducatifs traditionnels encourage l'obéissance, la mémorisation mécanique et la pensée standardisée. Les élèves apprennent rarement à réfléchir de façon critique à l'information qu'on leur transmet ou à remettre en question l'autorité de leurs enseignants. Ce n'est pas un raté du système, c'en est le principe même. Une population formée dès le plus jeune âge à suivre des instructions est bien plus facile à intégrer dans un marché du travail ou une économie de consommateurs. Les médias et la publicité amplifient cet état inconscient en exploitant vos émotions. Chaque publicité, titre de presse et tendance sur les réseaux sociaux est soigneusement élaborée pour capter votre attention et guider votre comportement. Le bonheur est emballé comme un produit, la peur sert à vendre de la sécurité, et la validation sociale est utilisée pour vous faire courir après les tendances. Quand vous faites défiler Instagram ou regardez la télévision, vous ne consommez pas simplement du contenu on vous programme. Ces systèmes savent ce qui vous fait réagir, et ils utilisent cette connaissance pour vous maintenir distrait et dépendant. Mais la suppression de la véritable conscience n'est pas une invention moderne. À travers l'histoire, le savoir ésotérique, celui qui enseigne à voir au-delà des illusions, a souvent été réservé à une poignée d'élus. Les traditions anciennes comme l'hermétisme ou même les enseignements des gnostiques n'étaient partagés qu'avec ceux jugés prêts à les recevoir. Pourquoi? Parce que donner ce type de savoir au plus grand nombre aurait bouleversé les structures de pouvoir de l'époque. Lorsque les individus s'éveillent, ils n'acceptent plus les rôles que la société leur assigne. Ils deviennent imprévisibles, ingouvernables et surtout libres. Cette répression se poursuit aujourd'hui, quoique sous une forme plus subtile. Considérez la façon dont la spiritualité est souvent rejetée comme non scientifique ou peu pratique, alors que d'innombrables études démontrent les bienfaits de pratiques comme la méditation et la pleine conscience. Ou pensez à la manière dont la culture de consommation tourne en dérision la simplicité et l'introspection, au profit du matérialisme et d'une productivité sans fin. Les systèmes qui contrôlent la société ne veulent pas que tu ralentisses, que tu réfléchisses ou que tu remettes en question. Ils veulent que tu restes occupé, distrait et dépendant. Le côté le plus insidieux de cette suppression, c'est son invisibilité. Quand tu grandis dans un monde qui normalise une vie inconsciente, cela ne ressemble pas à du contrôle, cela ressemble à la vie elle-même. Tu ne te demandes pas pourquoi tu dois occuper un travail que tu détestes, pour acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Tu ne te demandes pas pourquoi le bonheur semble toujours hors de portée. Tu ne t'interroges pas sur la facilité avec laquelle tes peurs et tes désirs les plus profonds sont manipulés. Voilà l'ingéniosité du système, il se cache en pleine lumière. Mais il y a une chose à savoir sur la connaissance cachée, elle ne reste pas cachée éternellement. À l'instant où tu commences à remettre en cause le récit, des fissures apparaissent. Dès que tu arrêtes de réagir automatiquement, l'illusion commence à s'effriter. Et dès que tu choisis d'être conscient, tu franchis le seuil du contrôle du système. Ce n'est pas qu'une transformation personnelle,
c'est un acte radical de défi envers les forces qui tirent profit de ton inconscience. Ce n'est pas un hasard si les enseignements sur la véritable conscience sont souvent supprimés, ridiculisés ou incompris. La conscience est une menace pour ceux qui tirent profit de l'ignorance, mais pour ceux qui la recherchent, c'est la clé de la liberté. Les systèmes qui dissimulent ce savoir ne tiennent leur pouvoir qu'à une seule chose, votre silence. Mais dès l'instant où vous commencez à parler, à agir, à voir à travers l'illusion, leur emprise faiblit. L'éveil n'est pas facile et il n'est pas toujours confortable. Il vous oblige à affronter les façons dont vous avez été comprise de votre propre ignorance. Il exige de vous remettre en question tout ce que vous avez appris et défier tout ce que vous avez cru. Mais c'est aussi l'expérience la plus libératrice que vous puissiez vivre, car une fois que vous voyez la vérité, il n'est plus possible de l'ignorer. La conscience ne consiste pas seulement à dissiper les illusions, il s'agit de redéfinir votre manière de vivre, de penser et d'agir à chaque instant. La vraie conscience n'est pas un concept abstrait. C'est une façon pratique et transformatrice d'interagir avec le monde. Mais pour vivre consciemment, il faut abandonner les récits que l'on vous a racontés et commencer à écrire le vôtre. Cela commence par de petits gestes réfléchis qui remettent en cause vos automatismes et élargissent votre conscience. Le premier pas, c'est d'observer vos schémas. Commencez à prêter attention au moment où vous agissez ou réagissez sans réfléchir. Par exemple, faites-vous défiler votre téléphone machinalement? Suivez-vous votre routine quotidienne en pilote automatique? Ou dites-vous certaines choses par habitude plutôt que par intention? Voilà les fissures de votre conscience. Et les reconnaître, c'est déjà reprendre possession de votre esprit. Chaque fois que vous remarquez ces moments, faites une pause et demandez-vous: qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que cela me sert vraiment? Les réponses pourraient vous surprendre. La deuxième étape consiste à rechercher l'inconfort. La croissance ne se produit pas dans la sécurité de votre zone de confort. Elle survient lorsque vous repoussez vos limites. Essayez de faire quelque chose qui vous semble étrange, ou même un peu intimidant. Cela peut être aussi simple que d'engager la conversation avec quelqu'un à qui vous ne parleriez pas habituellement, d'essayer un nouveau loisir, ou de remettre en question un principe auquel vous croyez depuis des années. L'inconfort vous oblige à confronter vos certitudes, et c'est dans cette confrontation qu'émerge une nouvelle conscience. Un autre outil puissant est la méditation et la réflexion. Tandis que la pleine conscience vous apprend à observer vos pensées, la méditation vous aide à aller plus loin, en créant un espace pour explorer les couches de votre conscience. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, ne les jugez pas, observez-les. Avec le temps, cette pratique peut vous aider à distinguer votre vrai et bas noyau du bavardage mental qui façonne souvent votre réalité quotidienne. Tenir un journal complète ce processus, en vous offrant un moyen concret de suivre vos pensées et d'identifier des schémas. Mais vivre consciemment ne se limite pas au travail intérieur. Il s'agit aussi de remettre en question les récits extérieurs qui façonnent votre monde. Commencez par interroger les histoires que vous consommez. Chaque publicité, chaque titre d'actualité, chaque divertissement transmet un message. Demandez-vous à qui ce message profite-t-il? Que cherche-t-il à me faire ressentir? Plus vous analysez ces influences, moins elles ont de pouvoir sur vous. L'une des questions les plus profondes que vous puissiez vous poser est la suivante, qui est le débat. Joyeux qui raconte cette histoire, cette enquête, qui s'enracine dans des traditions spirituelles comme l'Advaita Vedanta, vous oblige à affronter la nature de votre identité. Ce Yewa Joyeux est-il composé de vos pensées? L'une des questions les plus profondes que vous puissiez vous poser est la suivante, qui est le Liabé. Joyeux qui raconte cette histoire, cet examen, issu de traditions spirituelles comme l'Advaita Vedanta, vous pousse à remettre en question la nature de votre identité. Est-ce que ce Dua, Joyeux, est constitué de vos pensées, de votre corps, de vos souvenirs? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse le récit de l'esprit? Explorer cette question ne fait pas qu'élargir votre conscience. Cela transforme votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Vivre consciemment implique aussi de réévaluer ce que signifie pour vous le succès et le bonheur. La société vous apprend à associer le succès à des repères extérieurs, l'argent, le statut, les possessions. Mais à quelle fréquence ces choses apportent-elles un épanouissement véritable? Quand vous définissez le succès selon vos propres termes, que ce soit en créant des relations significatives, en poursuivant vos passions, ou simplement en trouvant la paix, vous reprenez le contrôle de votre propre récit. Le bonheur devient alors quelque chose que vous construisez de l'intérieur, et non quelque chose que vous poursuivez à l'extérieur. Pour vraiment embrasser une vie consciente, il faut aussi créer de l'espace intentionnel pour la tranquillité. Dans un monde qui sollicite constamment votre attention,
Dégager des moments de calme devient un acte de rébellion. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous des distractions, et asseyez-vous simplement avec vous-même. Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens évitent l'immobilité car elle les oblige à affronter des vérités inconfortables. Pourtant, c'est dans ces moments de silence que l'on trouve la clarté. On commence à voir à travers les illusions et à se connecter à un sens de l'être plus profond. Une autre démarche concrète consiste à cultiver la gratitude et la compassion. Lorsque l'on déplace son attention de ce qui manque dans sa vie vers ce que l'on possède déjà, on reprogramme son esprit pour percevoir l'abondance plutôt que la pénurie. La gratitude vous ancre dans le moment présent, rompant ainsi le cycle de l'insatisfaction et du désir perpétuel. La compassion, quant à elle, permet de se relier aux autres plus intensément. En voyant les épreuves des autres comme des reflets de ses propres luttes, on dissout les barrières de la séparation et on nourrit un sentiment d'unité. Enfin, vivre consciemment ne signifie pas être parfait, mais progresser. Vous retomberez dans d'anciens schémas, il vous arrivera d'oublier de remettre vos présupposés en question et parfois de perdre de vue votre conscience. Ce n'est pas grave. Chaque faux pas est une occasion d'apprendre, de grandir et de renouveler votre engagement sur ce chemin. La conscience n'est pas une destination. C'est un voyage qui se déploie d'instant en instant. Le monde prospère grâce à votre inconscience, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement. En remettant en question, en observant et en redéfinissant votre vie, vous pouvez vous libérer des récits qui ne vous servent plus. Voici votre opportunité de reprendre votre pouvoir, de réécrire votre histoire et de vivre avec intention. La question est: êtes-vous prêt? La conscience n'est pas un cadeau qu'on reçoit à la naissance. C'est un état que l'on cultive à force d'efforts, de réflexion et de courage. Tout ce que nous avons exploré, les illusions du pilote automatique, le soi narratif, l'influence des systèmes sociaux et les vérités cachées sur la conscience, nous mènent à une conclusion indéniable: s'éveiller n'est pas un processus passif. C'est un choix radical et bouleversant que vous seul pouvez faire. Le chemin vers la véritable conscience commence par la reconnaissance des forces qui façonnent votre vie. Il s'agit de voir les schémas, de remettre en question les récits et de briser les habitudes qui vous maintiennent prisonnier. Mais cela ne s'arrête pas là. Le véritable éveil exige de passer à l'action. Il s'agit d'entrer dans l'inconfort, de se libérer des récits du consumérisme et de la conformité, et de définir sa vie selon ses propres termes. Chaque système dont nous avons parlé se nourrit d'une chose: votre inconscience. Les réseaux sociaux exploitent votre attention, la publicité manipule vos désirs, les normes culturelles conditionnent votre identité. Ces systèmes veulent que vous restiez inconscient, car une personne inconsciente est facile à contrôler. Mais une personne éveillée, voilà leur plus grande menace. La conscience n'est pas seulement une libération, c'est un pouvoir. Vous connaissez désormais les outils: la pleine conscience, la méditation, l'introspection et le questionnement sont les clés pour se libérer. Ces pratiques ne sont pas abstraites, ce sont des étapes concrètes que vous pouvez suivre chaque jour. Commencez par observer vos schémas, créez des moments de calme et posez-vous les questions difficiles. Pourquoi est-ce que je crois cela? Qui bénéficie si je suis cette voie? Que suis-je en train de manquer en restant dans ma zone de confort? Plus vous questionnez, plus vous verrez les choses clairement. Et une fois que vous avez vu, il est impossible de ne plus voir. Mais cette démarche n'a pas vocation à être accomplie seule. Le véritable éveil prend toute son ampleur lorsqu'il est partagé. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre Insights Academy, notre newsletter gratuite où nous révélons des vérités trop puissantes, parfois trop controversées pour être partagées ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description. En bonus, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kalian, un guide pour libérer la sagesse universelle. Ne ratez pas cette occasion d'approfondir votre compréhension et de rejoindre une communauté de chercheurs. Les systèmes qui vous contrôlent reposent sur votre silence, votre conformité et votre confort. S'en libérer implique de bouleverser tout cela. Cela signifie oser vivre de façon authentique, agir intentionnellement et remettre en question tout ce que l'on vous a appris. Ce n'est pas une voie facile, mais c'est la seule qui mérite d'être suivie, car une fois éveillé, vous ne transformez pas seulement votre vie, vous en inspirez d'autres à en faire autant. Maintenant que vous avez vu les preuves et appris les outils, il ne reste qu'une seule question: qu'allez-vous en faire? Allez-vous laisser ces connaissances s'estomper en arrière-plan, ou allez-vous les utiliser pour transformer votre vie? Si vous êtes prêt à franchir la prochaine étape, cliquez sur la vidéo juste ici. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est la prochaine pièce du puzzle, celle qui vous mènera encore plus loin au cœur de votre existence.
Et si cette vidéo a résonné en vous, dites-le nous en commentant là-bas. J'ai compris, Yul. Votre voyage commence maintenant.